Un de nos clients de notre agence, c'était une de fameuses ONG qui fait ramener des migrants en Italie. Ah, c'est ça. Ah, ok. Et donc, du coup, les premières semaines, on est trois dans la Donc attends, boîte. Et il m'explique que oui, machin, mais si je t'embauche, ce sera au SMIC. Donc, moi, je range un peu ma fierté, je lui dis ok, mais pendant 3 mois. Il me dit ok, pendant 3 mois, tu seras au SMIC et après, je te mettrai comme les autres à 1500. Pendant 2 mois, on bosse sur des projets qui sont totalement anecdotiques, des projets foireux, histoire qu'ils puissent se faire la main, soi-disant. Et un jour, il nous dit, parce qu'on était deux, il nous dit, j'ai trouvé un mec et il y a du fric à se faire. Le mec, il veut acheter un bateau avec une association pour aller sauver des réfugiés en mer. Et attendu que moi, j'étais pas du tout proche des cercles patriotes et même de l'information sur Internet patriote, j'étais dans ma bulle de high-tech, etc. Je boycottais déjà depuis de nombreuses années la télévision et les médias mainstream. Tout le ouais. bullshit que le mec nous a raconté pendant la réunion, c'est passé comme une lettre à la poste. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était à base de on va sauver des vies, il y a de grands dangers en Syrie, etc., machin, en Libye, tout ça, et que chaque jour, il y a combien de centaines de gens qui meurent en Méditerranée et que c'est le tombeau de la Méditerranée, etc. Ouais. Et donc, il nous dit, on va bosser avec eux et ils s'embrouillaient déjà, avant même que le projet ait commencé, ils s'embrouillaient déjà pour savoir quel fric ils allaient se répartir. Et puis, il arrivait un moment où ils se sont dit, la meilleure façon de procéder, ce serait de faire une campagne de crowdfunding et de sensibiliser les gens aux problèmes que rencontrent les familles qui sont en danger sur les côtes libyennes. Et à partir de ce moment-là, j'ai découvert toute la sphère politique parisienne qui s'est activée pour pouvoir faire du lobbying auprès de toutes les instances nécessaires pour réaliser cette propagande. Ça a commencé évidemment par les médias mainstream, qui avaient déjà été approchés par un certain Raphaël Glucksmann, je ne sais pas si vous connaissez, Bah oui, on connaît. qui avait déjà été approché par quelqu'un qui bossait aussi, c'est le Nouvel Obs, Ok. et a commencé en fait pendant 45 jours une campagne de crowdfunding avec un partenaire. Ils ont voulu à la base, mon patron de l'époque, il était pote avec le patron d'une boîte qui fait du crowdfunding, qui s'appelle Arizuka. Et ces mecs-là, en fait, leur fonds de commerce, c'est les associations, les ONG, entre guillemets, ramasser et collecter du fric pour eux. C'était un truc en marque blanche, c'était une vraie industrie et tout. Ah, donc c'est une boîte qui ramasse du fric pour les ONG, d'accord. Ok. Ils ont plutôt préféré aller chez Ulule, mais aussi pour le reach. On discute avec Ulule. Ulule nous disent, de toute façon, si vous réussissez à faire 30% en 48 heures, 30% de votre objectif, Ouais. ensuite, nous, on va se démerder pour que BNP Paribas vous file 50 000 boules. Donc les gens, ils se frottent les mains. Mon patron, il a déjà des étoiles dans les yeux. Il s'est dit il a déjà négocié le fait d'être payé en pourcentage du résultat de la collecte et de faire bosser deux personnes au SMIC sur lesquelles il ne paye absolument rien parce qu'il est en zone franche et qu'il est en bon gauchiste en plus. Il connaît toutes les manips justement pour pouvoir payer absolument rien en charge. Donc il paye des gens quasiment rien et il s'arroge le droit de dicter en fait à cette soi-disant ONG la façon dont elle doit rémunérer les prestataires. Au début, il nous disait voici le bateau qu'on veut acheter. Et tous les experts, entre guillemets, les marins et tout, quand on leur parlait de ça, ils disaient ce bateau n'est pas fait pour ça. C'est un peu bizarre ce qu'on vous propose là. Ce bateau n'est pas crédible. Et de toute façon, ne serait-ce que pour aller en mer, pour sauver des gens, vu la hauteur du pont de ce truc-là, ce serait un bordel monstre. Bref. Ouais. Ensuite, on apprend que
C'était une association franco-allemande. Et de toute façon, c'est des informations qui sont trouvables. C'est un certain Klaus Vogel et une Française de Marseille qui s'appelle Sophie Beau, qu'on a vu à 2 reprises, qui sont à l'origine de ce projet. Mais il faut savoir que Klaus Vogel, lui, à la base, c'est un marin. Je crois qu'il est capitaine d'un navire qui fait du remorquage, bref. Et ce type-là, en fait, très tard dans la campagne, hein, je veux dire peut-être 10 jours avant la fin de la campagne, on apprend qu'il voulait se donner, en tout cas je sais pas si c'est vrai parce que je suis parti peu de temps avant que ça se fasse, le mec il voulait un salaire de 7000 euros par mois, net. Ensuite, on a appris que vu que le bateau n'était pas crédible auprès des premiers cercles des décideurs, ils ont décidé de changer de bateau et ils ont trouvé de nulle part un nouveau bateau. Et puis, 3 jours avant la fin de la campagne, alors que tu as des gens qui ont littéralement bossé, pétri de bien-pensance pendant des nuits et des jours, c'est-à-dire que moi j'ai fait par exemple dans cette campagne, j'ai dû faire 2 burn-out tellement j'étais dégoûté de ce que je voyais à l'intérieur, et je vous ai même pas encore parlé de la photo du petit gamin sur la plage. Les mecs, on s'est rendu compte que à aucun moment ils n'avaient besoin de l'argent de cette campagne de crowdfunding parce que le bateau avait déjà été acheté. Ah ouais, d'accord. On Alors, sait. mais qui achète le bateau? C'est une excellente question. Alors en fait, il faut savoir que pendant la campagne, tu avais une personne. Là, quand tu dis la campagne, c'est la campagne de crowdfunding? Ouais. Ok. Il y avait une personne. Putain, attends, faut que je trouve le nom encore de cette personne. Attends. 2 secondes, donnez-moi 2 secondes. Ah, mais il est parti, je vais le. Klaus Vogel, ça me dit un truc, Klaus Vogel, je sais pas pourquoi. Ah, dans les médias, il était partout. Il est connu, ouais. Capitaine au long cours qui rêve de sauver les réfugiés. Voilà. C'est- Fabienne. Attends, c'était juste, pour être sûr, c'était en quelle année que ça s'est passé en 2015. Ah, 2015. Ok. Ouais. Et c'est une certaine Fabienne Lassalle qui faisait des démarches déjà avec le roi du Maroc. Donc la personne qui a acheté le bateau, c'est elle? Non, non, non. Ce que je Ah. dis, c'est qu'on parlait de financement. Ouais. On parlait de financement. Et je sais qu'il y avait une équipe dédiée. Je les ai jamais vus en action, mais je sais que cette équipe était dédiée à ça. C'était démarcher entre guillemets, des mécènes. Mais bizarrement, la direction de cette ONG ne voulait absolument pas que les contributions des mécènes soient faites directement sur la plateforme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Et donc du coup, ces gens-là étaient occupés toute la journée apparemment, puisqu'on les voyait jamais, à aller chercher des gens riches. Et parmi les noms qui revenaient souvent, en tout cas les dénominations qui revenaient souvent, t'avais le roi du Maroc. Mais il faut savoir un truc, c'est que mon ancien patron, lui, il était allé au Maroc pendant cette campagne. Il y a vu qui là-bas? Il y a vu un certain André Azoulay, qui est en fait conseiller du roi. Donc ça veut dire que c'est 2 personnes déjà qui ont un lien avec ce type. Ensuite, l'événement qui a vraiment dégoûté 2 ou 3 personnes dans cette histoire, c'est le gamin. Je crois que c'est Libération ou Le Figaro qui a publié en premier les photos en France, peu importe. Quand ils ont fait ça, au sein de l'ONG, la majorité des réactions c'était « ça c'est bon ». Ça pouvait pas mieux tomber. Et tu sais, il y a une sorte de logique malsaine de la gagne quand t'es engagé dans un truc comme ça, où tu vas déshumaniser tout ce qui arrive si ça va dans ton sens. Ouais. Et franchement, on est tous victimes, c'est pas le problème. Mais là, Ouais, c'est clair. c'était particulier dans le sens où, à aucun moment, on ne s'est remis en question afin de savoir si on avait une sorte de légitimité à utiliser cet argumentaire. C'est presque trop beau
pour être vrai, ce genre de news, tu vois. J'étais déjà dubitatif là-dessus, quoi. Ouais, c'était bidon, d'accord. Enfin, l'exposition, le gamin avait été déplacé. Je m'étais dit, si quelqu'un, si on apprend dans l'histoire et tout que dans le futur, si on apprend par exemple que ça avait été quelque chose qui était directement en lien avec parce qu'il y avait énormément de mouvances en fait d'associations en 2015 déjà, c'était l'explosion des ONG spécialisées dans les réfugiés. Ça m'étonnerait pas qu'il soit à l'origine de ce genre de buzz. Et c'est à cette époque-là, quand j'ai fait cette presque blague, en fait, cette analyse, j'ai fait sous forme de blague à mon patron, tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, tu comprendras que je suis obligé de prolonger ta période d'essai. Et là, j'ai compris. Et plus les jours passent, plus on se rend compte, en fait, qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas comptabilisées dans la campagne. C'est-à-dire qu'on ne sait, parce que c'était une association avec, comment il s'appelle, Médecins du Monde. Médecins du Monde, ils devaient mettre 600 000 euros sur la table pour acheter le bateau qui coûte 1 million d'euros. Et on demande de faire une campagne de crowdfunding pour 1 million d'euros. Et les gens sont contents quand la campagne a levé 270 000 euros. La seule raison pour laquelle ils sont contents, c'est que ces 270 000 euros n'ont rien à voir avec le bateau. Ces 270 000 euros n'avaient absolument rien à voir avec le foutu bateau. Et ensuite, les 3 derniers jours de la campagne, le même type qui est venu nous voir avec son projet nous dit « J'ai découvert une association géniale qui va nous aider à faire le dernier pic de dons avant la fin de la campagne. » Et cette boîte s'appelle Make Sense. Comment tu écris ça, Make Sense? Make ok. Sense. Et en fait, c'est là où j'ai eu le déclic. C'est que Make Sense abrite, c'est une sorte de, comment on peut appeler ça? C'est un espace de coworking / ouais, c'est un melting pot de gauchistes. Il y a des soupes populaires, enfin bref. Mais Make Sense, c'est surtout le lieu de résidence d'une petite meuf qui s'appelle Attica Tribelsi. Ça vous dit quelque chose, certainement? Non. Ben, Attica Tribelsi, c'est une personne qui est proche des mouvements fréristes en France. Frériste? Ouais, les frères musulmans. Ah, ok. Ouais, pas que ça. Et c'est elle aussi qui fait partie du mouvement des musulmanes féministes. Tu vois un peu le... Attica Tribelsi. Et ces personnes-là étaient toutes bizarres quand il s'agissait de leurs activités en dehors de l'espace de coworking. C'est des gens qui vont aux 4 coins de la planète, alors que l'association en elle-même, l'espace de coworking, un jour où on bossait là-bas, on a bossé que 3 jours chez eux. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient besoin d'argent et que nous, comme on était là gratos, ce serait pas mal qu'on leur paye leur nouvelle cafetière. Mais tu sais, c'est des cafetières d'entreprise, quoi. C'est des trucs, c'est des percolateurs, les trucs. Et ce serait un geste symbolique pour eux parce qu'ils sont en galère d'argent. Mais le président de ce truc-là, lui, il est en permanence aux 4 coins de la planète. C'est bizarre. C'est bizarre. Ensuite, je me suis renseigné, quelques mois après que je sois parti, je me suis renseigné sur cette association. Et, sure enough, vous voyez Open Society, ce que c'est? Ouais. Voilà, c'est un des partenaires de cette association. Ok. L'un dans l'autre, ces 2 associations ont ensuite continué leur chemin de leur côté. Mais en même temps, des membres de l'association de l'ONG ont bossé chez Make Sense et inversement. Donc il y avait une sorte de porosité entre les deux. Et quand je dis bosser, c'est pas forcément avoir un contrat de travail, hein, qu'on s'entende bien. Et les aides, quoi. Ils étaient pas, quoi, c'est tout le bordel. ouais, voilà.
Je suis en train de revoir le fil des événements. Ouais, mais je suis tout seul, hein, Chevalier, il est parti depuis tout à l'heure. Ah ok, d'accord, yes. Mais si t'as des questions, n'hésite pas en tout cas. Attends, c'est tu reviens. Ah oui. Alors, la négociation qui s'est faite entre la mairie de Paris et l'ONG, c'est quelque chose d'aussi de très très obscur. Très Ouais, peu. c'est ça, parce que tu avais parlé de 50 000 balles de la mairie de Paris, c'est quoi cette histoire? Ouais, la mairie de Paris, sous Anne Hidalgo, a effectivement donné 50 000 euros. Non, c'est... Ok, d'accord. J'ai inversé les deux. BNP Paribas, 50 000 euros. Ok. Mairie de Paris, 10 000. Je disais quoi tout à l'heure encore? Oui, à un moment donné, il a été question... Quand par exemple, moi je posais la question ou quelqu'un d'autre posait la question de quelle est la procédure des réfugiés? Et il nous expliquait que le MRCC appelle à des hélicoptères et quand ils découvrent des migrants en mer, ils appellent le service de protection des frontières d'Italie qui, elle, ensuite envoie Frontex sauver ces gens. Sauf que Frontex s'est arrêté parce qu'ils n'ont pas d'argent, en tout cas c'est la version qu'ils nous ont donnée, et que du coup ils appelaient les ONG pour faire le boulot de Frontex que le Frontex ne voulait pas faire. C'était un des arguments d'ailleurs de vente de l'association, c'est l'Europe le faisait, l'Europe le fait plus, c'est inhumain, c'est à la société civile de le faire. D'accord, ouais. Quand on demandait par exemple pour répondre à des commentaires qui étaient laissés sur la page Ulule ou sur Facebook, qu'est-ce qu'on en fait ensuite quand on les a sauvés? Là, c'était, tu ne peux pas parler de ça, c'est pas notre responsabilité, nous on sauve les gens et puis c'est tout. En fait, ils les sauvent, ils les apportent sur les côtes, et après, c'est quoi? Là, c'est l'État local qui reçoit, qui s'occupe d'eux, ou c'est d'autres ONG encore? Ben, c'est ça le drame, c'est-à-dire que au sein de mon agence déjà, l'agence de com, nous on nous donnait pas toutes les informations sur la logistique de tous ces trucs-là. Nous on nous disait simplement, on a besoin de faire un article sur ça, on a besoin de faire des photos là, on a besoin d'une bannière, on a besoin de trucs sur Facebook, etc. Et dès que tu commençais à poser des questions de bon sens, là c'est, ah mais ça on peut pas en parler. Ouais, t'étais juste le technicien, quoi, genre. Ouais, mais il faut bien comprendre que dans une situation où les gens qui sont autour de toi t'expliquent qu'ils sont en train de faire le bien, toi t'es conditionné en te disant bah oui c'est bien et tu veux pas perdre ton boulot. Ensuite, une fois que la campagne a été terminée, on n'a plus entendu parler d'eux. Ils ont voulu payer au lance-pierre le patron. Ça, j'étais déjà très content parce que de toute façon... C'est Make Sense? Non, le SOS Méditerranée. Ah oui, SOS Méditerranée. Eux, ils étaient contents parce que du coup, ils pouvaient disposer des fonds comme ils voulaient. Ils étaient très pressés, en fait. Parce que c'est moi qui m'occupais de la campagne Ulule, si tu veux, sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ils étaient super pressés que PayPal leur vire le fric, alors même que quand on leur demandait mais comment on fait pour acheter un bateau avec 270 000, ils nous disaient simplement t'inquiète pas pour ça. Mon patron, qui est un putain de requin, la chose qu'il disait c'est nous on a contribué à ce que vous ayez la notoriété pour pouvoir réunir l'autre moitié des fonds, donc maintenant moi je veux un pourcentage sur le bateau aussi. Ouais, lui, il s'en battait les couilles totalement. Lui, c'était juste là pour faire son business, quoi. Non, pire. Sa femme, c'est la numéro 3 de l'éducation nationale et il évolue dans les milieux gauchistes. Ouais. Tout ça, en fait, ça m'a radicalisé. C'est simple. C'est ça qui m'a radicalisé. Je pouvais pas être moi-même et exprimer mes idées dans les cercles dans lesquels j'ai évolué. Et ça, pour le coup, après, quand j'ai commencé à me renseigner, je suis tombé ensuite sur Soros. Je suis tombé sur... Bref, tu vois un peu l'idée, c'est que une fois que tu vois plus loin que ton écho-chambre, tu te rends compte de toute une réalité derrière. Ouais, c'était ça.